c'est tout à fait possible de, c'est tout à fait possible de couper votre caméra. Ouais. Eh bien, je pense qu'on va démarrer. Il y aura peut-être des personnes qui vont nous rejoindre. Peut-être Adèle, tu pourras les accepter. Oui. Comme ça, on démarre dans les temps. Super. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre participation à ce temps de restitution sur un état des lieux de l'éducation à la citoyenneté mondiale qui a été mené en Bourgogne-Franche-Comté cette année. Je voulais remercier aussi la ville de Besançon qui devait nous accueillir normalement dans sa belle salle du Cursal. Mais bon, pour les raisons que vous connaissez, toutes les contraintes sanitaires de réunion, on a préféré. Et puis aussi le fait que vous venez d'endroits très, très divers en France et en Bourgogne-Franche-Comté, on a préféré tenir cette réunion en visioconférence. Donc, je remercie quand même Dominique qui avait mobilisé la belle salle du Cursal pour nous accueillir. Avant de vous rappeler le programme, je vais vous rappeler en quelques mots le contexte de cette étude. Alors, je ne sais pas si Adèle, tu peux te mettre sur la petite slide qui va bien avec. Super, merci beaucoup. Et tu peux passer à la suivante si tu veux. Super, merci. Donc, comme vous le savez, le réseau BFC International a parmi ses missions une mission d'observatoire. Avec plusieurs activités qui sont liées à cette mission d'observatoire, une mission d'identification et de recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, qui donne lieu à un répertoire des acteurs en ligne, mais aussi, dans le cadre de cette mission d'observatoire, une mission un petit peu d'analyse des dynamiques existantes en région, sur le territoire, pour observer les freins ou au contraire les leviers qui peuvent renforcer ces dynamiques. Donc, ça donne lieu à des publications d'études, de baromètres avec des focus géographiques ou thématiques en fonction de ce qu'on observe. Et il se trouve que ces derniers temps, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a vraiment un nombre croissant d'acteurs et d'initiatives dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Qui fait qu'il y avait un intérêt à observer de manière un petit peu plus précise cette dynamique-là. Et d'autre part, le réseau s'est engagé depuis 2020 dans un projet national appelé Récital, qui est porté par la Conférence interrégionale des réseaux régionaux, donc l'organe un petit peu de représentation des réseaux régionaux comme le nôtre. Et donc, ce projet national visait à améliorer la connaissance des initiatives d'éducation à la citoyenneté mondiale sur les territoires, renforcer ces initiatives via l'accompagnement des porteurs de projets, la mise en place de fonds territoriaux sur certains territoires, et puis innover en matière de public touché par les initiatives d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, ce projet, il a été soutenu financièrement par l'Agence française de développement et nous a permis, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, de pouvoir porter finalement ce travail d'étude sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc voilà pour les petits éléments de contexte. Donc aujourd'hui, on est réunis pour conclure un petit peu ce travail d'étude et puis dresser un peu des perspectives, voir à travers tous les enseignements et puis les pistes de travail, en tout cas tout ce qui a été soulevé par la consultante indépendante qui nous a accompagnés dans ce travail. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire ensemble collectivement en région Bourgogne-Franche-Comté. On va à travers cette matinée commencer par une présentation du coup des enseignements et des pistes de réflexion qui ont émergé de l'étude. Ensuite, on prendra un temps d'échange sur peut-être les questions de compréhension, de réaction que vous avez. Pour que vous nous partagiez aussi la manière dont cette étude et puis tous les éléments qui auront été présentés font écho ou pas à ce que vous vivez au sein de vos structures.
Et puis ensuite, on décidera collectivement des points que l'on abordera en atelier. L'idée, c'est de pouvoir échanger en groupe un peu plus restreint autour de points qui vous semblent importants ou sur lesquels, en tout cas, vous avez envie soit de partager une expérience, soit d'échanger de manière plus approfondie. Donc, on décidera de ça ensemble. Et puis, la dernière partie du coup de la rencontre sera vraiment des petits ateliers d'échange autour de cette question, un petit peu quel projet commun on peut porter tous ensemble pour renforcer l'éducation à la citoyenneté mondiale en région. On s'engage à finir cette rencontre à 12h30 et on se ménagera aussi un petit temps de pause au milieu parce qu'on sait que ce n'est pas forcément évident de rester mobilisé en visioconférence toute une matinée. Donc, on se ménagera un petit temps de pause aussi pendant la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions là tout de suite? Est-ce que tout le monde nous entend bien? C'est très clair. Merci Stéphane. Eh bien, alors on va démarrer tout de suite. Je vais passer la parole à Virginie Escudier, qui a été mobilisée sur la réalisation de cette étude. Virginie, qui est consultante indépendante. Virginie, je te laisse la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a 24 personnes. Ça fait plaisir pour restituer ce travail qui nous a occupé quand même quelques mois. Moi, je suis en Bretagne, donc je ne suis pas une actrice de la Bourgogne-Franche-Comté. Bretagne qui est aussi aujourd'hui très touchée par le Covid, donc je suis plutôt satisfaite de ne pas avoir eu à me déplacer à travers toute la France. Et je vais donc vous présenter brièvement, on a à peu près une demi-heure pour que je vous présente les résultats. Oui, alors, c'est moi qui partage mon diapo, comme ça, c'est moi qui ai la main? Oui, c'est mieux, ouais, je pense. J'arrête le partage d'écran. Je pense que c'est bon. Si c'est pas bon, vous me faites signe. OK. Donc, un état des lieux de l'éducation à la citoyenneté mondiale en région Bourgogne-Franche-Comté. Agathe a bien présenté un peu le cadre général dans lequel ça s'inscrit, ce travail. C'est un état des lieux qui va un petit peu plus loin qu'un simple état des lieux. Il ne s'agissait pas simplement de photographier ce qui se passait dans la région et de savoir qui faisait quoi, où, comment et avec qui, mais d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y avait 3 enjeux un peu forts pour BFC International. C'était de voir comment, de ce travail d'état des lieux, on pouvait avoir des pistes pour renforcer l'appropriation de l'éducation à la citoyenneté mondiale sur le territoire par l'ensemble des acteurs. Premier enjeu. Un deuxième enjeu qui était de voir comment on pouvait renforcer les dimensions transdisciplinaires et multi-acteurs. Et puis, il y avait un troisième enjeu qui portait sur l'articulation entre les différents niveaux de territoire porteurs de ces actions d'éducation à la citoyenneté mondiale, et notamment entre la dimension nationale et la dimension régionale et plus locale. On a voulu que ce travail ait une dimension participative. Alors, je n'arrive pas à filer mon diapo. Pourquoi? Voilà. L'approche la plus participative possible. Donc, dans un premier temps, je me suis attachée à échanger dans le cadre d'échanges individuels. Et ça m'a permis de discuter avec une trentaine de personnes issues de 26 structures différentes. Je vous ai mis là la présentation. 8 acteurs associatifs, 5 collectivités locales, etc. Tout est présenté là. Il y a eu de très beaux échanges. C'était très, très riche. Ça nous a permis de dégager certaines pistes, certaines hypothèses qu'on a pu ensuite décliner sous forme d'un questionnaire. Questionnaire qui a été envoyé au sein de différents réseaux,
notamment par les membres du COPIE. Et on a eu 55 retours exploitables. Bon, il y en a eu plus, mais parfois les questionnaires ne sont pas remplis complètement. Donc voilà, j'ai pu en exploiter 55, ce qui est pas mal. On avait fait un chiffrage, on avait vu que dans la base de données de BFC International, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 500 acteurs qui étaient recensés. Hein. Donc, ça nous fait, voilà, on a un panel qui représente grosso modo 10% des acteurs de CM recensés. Donc, c'était plutôt pas mal. On a eu une participation qui n'a pas été la même sur tous les territoires. Voilà, avec une belle participation en Côte d'Ivoire, dans le Doubs. Moindre participation dans le Jura, ce qui était un petit peu surprenant parce que le Jura est, on le verra sans doute, un territoire où il y a une vraie dynamique en termes d'initiatives citoyennes sur l'éducation à la citoyenneté. Et même si cette dynamique est moins forte dans la Nièvre, voilà, on a eu 0 répondant dans la Nièvre, ce qui ne reflète pas réellement la dynamique sur ce territoire-là. Donc on peut faire l'hypothèse qu'il y a eu des réseaux qui ont mieux fonctionné que d'autres dans la diffusion du questionnaire et dans l'incitation à répondre au questionnaire. Ce rapport que je vais vous présenter, là, les résultats que je vais vous présenter, ils se distinguent un peu en 3 grands volets. Il y en a un qui consiste à s'interroger un peu sur les points de terminologie, pour préciser un peu de quoi on parle quand on parle d'éducation à la citoyenneté mondiale. Puis ensuite, on verra dans un second temps ce que j'appelais le d'où parlons-nous, c'est-à-dire voilà, l'ECM sur le territoire, voilà, qui ça mobilise, sur quel sujet, etc. Et puis un troisième temps qui nous projette un petit peu plus loin pour voir où est-ce qu'on aimerait aller, avec qui et comment. De quoi parlons-nous donc? Alors, le choix de la terminologie d'éducation à la citoyenneté mondiale s'inscrit dans le champ de ce qu'on peut appeler parfois les éducations A. Éducation au développement durable, éducation à la citoyenneté, éducation... ben, je bute alors. Il y en a à l'environnement, enfin, voilà, il y a tout un tas d'éducation A où on a apposé, à côté de l'éducation intellectuelle formelle, on a apposé un qualificatif pour aller un petit peu plus loin. Ce sont, voilà, malgré la pluralité de terminologies d'éducation A, on peut distinguer un petit peu un socle commun, en fait. C'est que ce sont des éducations qui vont mobiliser l'initiative, la créativité et l'expérimentation des bénéficiaires de ces actions-là, de ces initiatives. On n'est pas dans le cadre d'une éducation intellectuelle formelle avec quelqu'un qui sait et qui transmet des vérités scientifiques. On mobilise vraiment le bénéficiaire est acteur de sa propre réflexion et création de compétences. Et puis, ça concerne des compétences sociales, civiques, culturelles, des compétences qui sont complètement transversales et qui peuvent s'inscrire dans tout le champ des disciplines. Que nous disent les acteurs interrogés sur cette diversité terminologique? Pour la plupart des personnes que j'ai eues, cette diversité, ce n'est pas un problème. De toute façon, on ne pourra jamais trouver un consensus parce que, en fait, chacun, selon ses missions, selon l'administration qui est la sienne, a un langage qui est plus ou moins imposé. Dans l'éducation nationale, on va parler de citoyenneté, on va parler de développement durable. Dans le monde de la solidarité internationale, on parlera plutôt d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, la fameuse CSI, auquel les acteurs sont particulièrement attachés. Pour BFC International, il était important de trouver un terme qui fait un peu
consensus. Hein. Ils ont choisi donc l'ECM pour cette étude, donc l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est la terminologie de l'UNESCO. Ce qui ressortait des échanges, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est en fait une sorte d'appauvrissement de la notion de développement durable, alors que le développement durable est une notion qui est faite pour être extrêmement globalisante. Eh bien, on a un développement durable qui s'est appauvri et qui aujourd'hui consiste pratiquement exclusivement au geste vert. C'est l'apprentissage du geste vert, ce qui pose un petit peu problème. L'autre point d'alerte, il y en avait 2 points d'alerte, c'était attention au jargon. Quand on se retrouve avec les membres du comité de pilotage de BFCI, par exemple, il n'y a pas de souci. On peut parler d'éducation au développement durable, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation populaire, peu importe, tout le monde est très à l'aise et passe de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Mais parfois, on se retrouve dans des tours de table avec des acteurs qui, eux, ne sont pas du tout familiers de ce type de jargon et ce n'est pas très mobilisateur. Voilà, on peut se sentir un peu sur la touche, un peu largué, enfin, ça fragilise. Et puis, un deuxième point d'attention qui émanait surtout des acteurs issus du monde de la recherche, qui était attention aux grands principes et aux bonnes intentions véhiculées dans le cadre de l'ECM ou de l'ECSI. Hein. On va parler de justice sociale, on va parler de vivre ensemble, mais sans toujours prendre le temps de définir de quoi on parle. C'est quoi le vivre ensemble? C'est quoi la citoyenneté? C'est quoi la laïcité? On voit bien aujourd'hui que la laïcité, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et ça peut être vecteur de grandes incompréhensions. Enfin, voilà. Tout le monde ne met pas la même chose derrière les notions. Il faut se méfier des grands principes et des bonnes intentions. Donc, comme je le disais, la pluralité des termes, elle est inévitable. Simplement, parfois, il est utile d'avoir ce que j'ai appelé une bannière terminologique commune. C'est voilà, un mot derrière lequel on peut tous se rassembler, se comprendre, notamment quand on veut faire du plaidoyer. Aujourd'hui, que ce soit l'Agence française de développement ou la région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des institutions qui ont opté pour la notion d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, ECSI. Il peut être utile d'employer ce terme, de se ranger derrière ce terme pour faire du plaidoyer, notamment au niveau national. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour BFC International, qui, de par sa fonction, travaille avec toute une diversité d'acteurs ayant leur propre terminologie, ben, c'est quand même utile d'avoir un terme qui fait un petit peu sens commun. Alors, comment conclure sur ce point? Ce travail nous a permis d'élaborer quelques pistes auxquelles on pourrait réfléchir, auxquelles vous pourriez réfléchir ensemble. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'élaborer un petit dictionnaire, que j'ai appelé donc un petit dictionnaire à l'usage de ceux qui veulent changer le monde, qui serait un peu conçu comme un glossaire, permettant d'y voir clair sur les différentes terminologies. Ça permettrait d'éviter le côté parfois un peu jargonnant dans lequel on se perd. Ça permettrait aussi de lancer une démarche collective qui serait l'occasion de clarifier un peu les postures de chacun, les objectifs de chacun. Ça ne me paraît pas être une perte de temps. Et puis, il y avait une troisième piste qui était, pourquoi pas, enrichir les outils qui existent déjà. Agathe avait cité, par exemple, la fiche pratique « Quelles ressources pour mener un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale en Bourgogne-Franche-Comté ». Donc, voilà des outils qui existent qu'on pourrait peut-être enrichir avec quelques points de terminologie permettant d'y voir plus clair. Voilà, si c'est un point qui vous intéresse, peut-être que vous le choisirez pour prolonger la discussion dans le cadre des ateliers. On va passer maintenant à la deuxième partie du rapport, ce que j'ai appelé le « D'où parlons-nous ». La Bourgogne-Franche-Comté, c'est une région qui est particulièrement dynamique sur les questions d'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça ressort vraiment de tous les échanges que j'ai pu avoir.
il y a vraiment une vraie dynamique avec une volonté politique affirmée et un partenaire clé dans la région institution, la région Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional, et puis un dynamisme de Bourgogne-Franche-Comté international, le BFC international, qui vraiment anime le territoire sur ces questions-là. Et c'est vraiment les deux éléments qui sont assez plébiscités dans les échanges. La région Bourgogne-Franche-Comté est le premier bailleur en termes de CM cité dans le questionnaire. Quelques rares points faibles sur ce territoire. On l'a pu l'esquisser un petit peu tout à l'heure, on voit la carte. Hein. On a des territoires qui ne sont pas tous également impliqués, avec historiquement un territoire franc-comtois plus dynamique que le territoire bourguignon, mais on voit que c'est en train de bouger. Hein. Notamment, on a vu la Côte d'Or qui est aujourd'hui bien dynamique sur ces questions-là. Des départements qui sont politiquement disparates, ce qui peut parfois ne pas faciliter les choses. Et certains considéraient l'absence de grandes villes comme un point faible. En fait, moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que ce n'est pas le cas. Et ça rejoint une des conclusions d'une étude qu'avait fait Educasol en 2018 et qui montrait qu'il existait, je vous ai mis j'ai extrait le passage, qu'il existait un réel savoir-faire de mobilisation sur les territoires ruraux, contrairement à ce qu'on pourrait penser et au préjugé qui est répandu, selon lequel l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale touchent principalement les milieux urbains. Donc là, en Bourgogne-Franche-Comté, première région rurale de France, on voit qu'on a tout à fait cette capacité à mobiliser sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il y avait eu une cartographie en 2018 qui avait été faite par Educasol et le Festisol pour tenter de mettre en commun une cartographie sur 4 grands festivals nationaux, le Festival des Solidarités, le Festival alimentaire, Migre en Seine et je crois que c'est la Fête des Possibles, ça m'échappe, je crois que c'est ça. Et on voyait bien que sur l'ensemble des territoires impliqués sur ces 4 festivals, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui était la plus dynamique en termes d'action par habitant et en termes du nombre d'habitants mobilisés. Donc, un territoire historiquement dynamique sur ces questions-là. Comme je le disais tout à l'heure, on a des disparités territoriales avec un Jura historiquement très actif et un rattrapage au fur et à mesure de la région Bourgogne. Le grand rendez-vous parmi les rendez-vous, c'est le Festival des Solidarités. Ça ressort dans le questionnaire et ça ressortait très fortement aussi dans les échanges que j'ai pu avoir. Il y a un véritable attachement à ce rendez-vous du Festival des Solidarités. C'est vraiment le temps fort sur l'année. Le deuxième événement le plus qui mobilise bien, c'est la campagne alimentaire, qui mobilise tout particulièrement les territoires du Doubs et du Jura. Et puis, le dispositif des tandems solidaires, qui aujourd'hui concerne tous les départements et concerne même des départements qui sont à l'extérieur de la région de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y a véritablement eu un essaimage du dispositif à d'autres régions françaises. Et puis, il y a tout le reste. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un petit peu un travail de recensement des différents événements, des animations qui avaient lieu sur le territoire. J'en avais comptabilisé 18 et j'ai bien conscience que ce n'est absolument pas exhaustif, hein, mais il y a énormément d'animations, d'événements organisés un peu partout sur le territoire, y compris des petits événements très localisés. C'est vraiment, tout va dans le sens de cette idée d'une grande dynamique sur les questions de CM, d'une vraie dynamique. La dynamique collective est forte également sur cette région. Il y a un vrai désir de partage et de rencontre qui est exprimé par les acteurs. On a 56% des répondants au questionnaire qui sont membres d'un collectif régional.
Ensuite, il y a tous les collectifs nationaux qui sont non négligeables. Pour les personnes que j'ai interrogées, faire partie d'un collectif, un collectif, une plateforme, peu importe, un réseau, c'est essentiel. Ça rend plus fort, ça nous rend plus efficients, ça permet de générer de l'intelligence collective. Ceux qui veulent faire les choses tout seuls n'iront pas loin. C'est vraiment voilà, dans un esprit de professionnalisme, on est obligé d'être ensemble. Et puis, on s'y sent bien, ce sont des espaces agréables. On a plaisir à travailler ensemble. Voilà ce qui ressortait un peu des entretiens, avec toujours cette idée que BFC International joue un rôle important dans cette animation collective. Mais, parce qu'il y a un mais, malgré toute l'envie, le plaisir qu'on y trouve, c'est extrêmement difficile d'avoir le temps et les moyens de participer à ces espaces collectifs. Parce qu'on a affaire à des acteurs qui ont très peu de moyens, très peu de temps à y consacrer. Et ça demande donc une vraie mobilisation personnelle. Ça nous amène à la deuxième piste de réflexion. Comment optimiser le fonctionnement collectif ? On a cette envie d'un côté et cette difficulté à s'impliquer de l'autre. Donc, comment être le plus efficace possible ? Alors, parmi les pistes qu'on a pu discuter avec le COPIL, il y avait l'idée de, pourquoi pas, établir des feuilles de route, des stratégies un peu plus claires qui permettraient de stabiliser, de consolider les groupes de travail existants. Voilà, il y a déjà pas mal de groupes de travail qui existent. Comment on pourrait établir des feuilles de route claires, lisibles? Est-ce que ça faciliterait le travail? Distinguer parmi les réunions, ça c'est quelque chose d'assez simple à faire et rapide. Quand on se réunit, est-ce que c'est simplement pour faire de l'échange d'informations, du tour de table, ou est-ce qu'on va travailler vraiment sur des projets concrets? Parce qu'alors, on ne va peut-être pas cibler les mêmes acteurs. Clarifier et communiquer les contenus, les objectifs, les participants, etc. de chaque espace de concertation pour que chacun puisse voir très clair. Voilà, moi, c'est plutôt ce groupe-là dans lequel j'ai envie d'être. C'est pour moi très clair que les objectifs me correspondent ici avec ces personnes-là. Et puis, un dernier point, identifier pour chaque groupe des personnes chargées de faire des propositions sur des sujets prioritaires, à l'image de ce qui se fait au sein du COPIL régional du Festisol, où on a des personnes qui sont chargées de certains sujets prioritaires, comme l'évaluation ou la mobilisation du monde de la recherche, par exemple, ouais, pour gagner du temps. Malgré tout cet enthousiasme et cette envie de travailler ensemble, il y a quand même un petit point d'alerte qui consiste à dire attention, on n'est pas non plus au pays de oui-oui, il y a des petits soucis qui existent, on en a conscience, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Dans une dynamique multi-acteurs, il y a des enjeux de territoire qui se posent, il y a des domaines d'expertise qui existent, et il y a la question des postures. Chaque acteur est membre d'une structure et en tant que membre de cette structure particulière, ça lui attribue un rôle à jouer et il ne faut pas le nier. Donc, c'est parce que ça revient ça assez régulièrement. Ce n'est pas étonnant que les acteurs de la solidarité internationale expriment une certaine méfiance à l'égard du monde politique, de la sphère politique. Et ce n'est pas étonnant non plus que la sphère politique puisse regarder les acteurs militants avec une certaine méfiance. Ça fait partie des jeux d'acteurs, ça fait partie des postures naturelles. C'est là et je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être. C'est important d'avoir conscience de ça. Il y a la question du rôle de BFC International qui revient aussi régulièrement. BFC International est le chef d'orchestre de cette dynamique multi-acteurs, c'est sa mission. Il est un facilitateur des échanges et du travail ensemble. Il anime, il représente les acteurs de l'ECM
de la région quand il va travailler avec l'Agence française de développement. Et il a un rôle de formateur. Donc, ça donne à BFC International un rôle extrêmement varié. Hein. Il est très présent. Et si ce rôle est très apprécié, et voire carrément plébiscité même, il faut quand même, disent certains, être attentif à ce qu'il ne devienne pas complètement omniprésent. Et il faut veiller à l'équilibre entre l'efficacité de BFC International et le principe de subsidiarité. Quand il y a des acteurs sur le territoire qui ont la compétence pour faire certaines choses, attention, même si le souci d'efficacité est important, ce n'est pas toujours à BFC de faire à la place d'eux. Voilà, c'est un point de vigilance. Ça nous amène à la piste de réflexion numéro 3, qui consiste à se demander si une évaluation des pratiques multi-acteurs de BFC International ne serait pas pertinente. Quand on pense évaluation, on pense par exemple à l'évaluation des tandems solidaires, évaluation, je ne sais pas moi, du copil du festisol, enfin peu importe. Voilà. Mais pourquoi pas prendre le temps d'évaluer dans son ensemble la pratique multi-acteurs de BFC International, qui permettrait de mieux penser l'efficacité et l'impact du réseau et de mettre le doigt sur tous ces petits points de vigilance. Il y a au sein de BFC International, et c'était présent au moment du lancement de cette étude, ce souci d'améliorer l'impact et l'efficacité du réseau. J'ai très vite été freinée dans ma réflexion sur ce sujet-là parce que il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément très clair, en tout cas, c'est pas formalisé, c'est pas explicité. Qu'est-ce qu'on entend par l'efficacité et qu'est-ce qu'on veut en termes d'impact? J'ai pas eu d'éléments me permettant d'aller beaucoup plus loin sur ces réflexions-là. Donc, évidemment, pas non plus d'indicateurs. Et c'est pour ça que je pense que faire ce travail évaluatif pourrait tout à fait être pertinent pour BFCI et pour y voir plus clair sur sa volonté d'amélioration d'impact et d'efficacité. Il y a des absents dans la dynamique multi-acteurs. On le voit rapidement, il y a très peu d'entreprises, mais le monde de l'entreprise n'est pas forcément facile à mobiliser sur ces questions d'éducation à la citoyenneté mondiale. On arrive à les mobiliser sur la solidarité internationale. Notamment, on m'a cité à plusieurs reprises les entreprises de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, qui peuvent être sollicitées, impliquées, intéressées sur la solidarité internationale. Sur l'éducation à la citoyenneté, c'est un petit peu plus compliqué de les avoir. Et ça ne semblait pas être un enjeu important. En revanche, il y a un enjeu qui concerne le monde de la recherche. On a un petit peu le sentiment, en discutant avec les uns et les autres, qu'on a affaire à des mondes parallèles. Et pourtant, on voit très bien comment ils peuvent être complémentaires. On a le monde des praticiens, ça veut dire qu'ils ne réfléchissent pas, mais on a le monde des praticiens, et puis le monde de ceux qui prennent du recul, qui observent tout ça, qui théorisent. Et alors qu'on voit très bien comment ils pourraient s'enrichir mutuellement, il se passe peu de choses de ce point de vue-là. Alors, parmi les freins qu'on a pu identifier, il y en a un qui concerne le monde de la recherche. Le monde de la recherche est peu enclin à soutenir et à valoriser les recherches transdisciplinaires. Donc, les chercheurs qui se mobilisent sur ces questions-là ne sont pas forcément très soutenus, très reconnus, très valorisés. Il y a par ailleurs un manque de moyens dédiés aux actions de capitalisation et à l'évaluation des pratiques. Et puis, aujourd'hui, il y a assez peu, vraisemblablement, d'institutions de recherche qui ont été démarchées dans le cadre de cette dynamique multi-acteurs. Donc, on a là un petit peu peut-être 3 points clés qui permettent de comprendre pourquoi cette collaboration n'est pas plus importante, alors qu'on en voit très vite tous les enjeux et les potentiels. Et il y a le monde des médias. Alors, quand on pose la question des médias,
on pourrait imaginer dans les échanges qu'il y a un manque d'intérêt. C'est ce qu'on m'a dit. On dit on les invite quand on fait des grands événements, mais ils ne viennent pas. Et les médias étaient assez peu cités. Et pourtant, le monde des médias est un secteur qui peut être extrêmement dynamique en matière d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Je pense notamment à tout le réseau des radios locales, qui sont parfois de véritables partenaires de l'ECSI et qui peuvent être de très bons relais en matière de sensibilisation, notamment de sensibilisation de la jeunesse, pour toucher des publics éloignés. En fait, j'ai le sentiment que quand on parle médias, on pense communication, alors que peut-être en faisant un petit pas de côté, on pourrait considérer les médias véritablement comme des acteurs de l'ECM. Et dans ce cas-là, ça prendrait tout son sens de les inviter à être des acteurs à part entière de cette dimension multi-acteur de l'ECM. Et d'ailleurs, quand j'avais évoqué ce point en copil, très rapidement, on s'était aperçu qu'ils n'étaient pas si absents que ça, les médias. Il y a pas mal d'acteurs déjà qui travaillent avec notamment les radios locales. Et il y a un projet, moi j'avais vu un projet avec Resacop, qui est un autre réseau régional en région Rhône-Alpes, qui avait mené un projet, c'est un projet européen, mobilisant les médias, justement pour aller plus loin sur ces questions de diffusion et de voir comment on pouvait atteindre ces publics éloignés. Donc, piste de réflexion numéro 4. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un projet multi-acteur qui associerait une équipe de chercheurs à des praticiens de l'éducation à la citoyenneté mondiale? Là encore, je prends l'exemple d'un projet en Rhône-Alpes, que je connais un petit peu mieux, avec l'Union européenne, qui est le projet REDZO, qui mobilisait sur 4 régions européennes des acteurs associatifs, le monde de l'éducation nationale et le monde de la recherche. Il y avait notamment des équipes d'universitaires qui étaient mobilisées dans les 4 régions. Et puis le Réunifed, qui avait été mobilisé pour faire tout le travail de capitalisation derrière. C'était vraiment pertinent. Piste de réflexion numéro 5. Je viens de le faire. Questionner l'absence des acteurs médiatiques, avec cette idée de basculer d'une stratégie de com à une stratégie d'élargissement de la dimension multi-acteur. Sur ces aspects-là, est-ce que l'idée serait de lancer un atelier de travail? Est-ce qu'il faudrait réaliser une étude qui permettrait d'avoir plus d'éléments? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un premier temps, solliciter les membres de BFC International qui ont une bonne connaissance du monde des médias? Je pense au Clémy ou à Canopé qui travaillent déjà avec ces acteurs-là. Puis, il y a la question des politiques publiques locales, dont l'implication est largement soulignée. C'est un enjeu important pour les acteurs que d'avoir les politiques locales comme soutien de l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un enjeu qui reste vraiment important pour les acteurs. Ça nous amène à la piste de réflexion numéro 6 sur l'implication de la sphère politique. C'est considéré à la fois comme un atout, mais en même temps, on se méfie un petit peu du politique. Et pour BFCI, c'est un véritable enjeu d'animer cette politique publique régionale avec une diversité d'acteurs en présence, actifs, et voir comment on peut articuler tout ça et mettre en œuvre un projet, une politique publique territoriale. C'est un enjeu fort pour BFCI, qui doit aussi veiller au niveau de la société civile à dynamiser cette société civile, à renforcer son implication sur les questions de CM.
Mais au niveau de la société civile, il y a toujours un peu cette tension entre militantisme et institutionnalisation qui est constitutive de la vie associative. Donc, ce n'est pas simple de mettre tout ça en articulation, de faire travailler les acteurs ensemble. C'est vraiment des enjeux forts pour BFCI. Donc, comment mettre en œuvre une logique d'action collective dans une optique de cohérence territoriale? Comment mobiliser l'ensemble des parties prenantes et construire les partenariats nécessaires? C'est des questions qui se posent. J'ai pas beaucoup de pistes à proposer à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment complexe. Il y a des petites choses quand même que je tiens à souligner, même si ça paraît complètement trivial. Je crois que tout ce qu'on a dit là, c'est des choses qu'on doit à un moment donné accepter. Je pense que c'est constitutif des jeux d'acteurs, c'est constitutif des postures et des missions de chacun. Et je pense que parfois, il faut peut-être accepter d'être moins efficace que ce qu'on voudrait, prendre le temps, accepter le délai, et puis accepter cette controverse qui est porteuse de progrès, qui nous fait avancer collectivement. C'est propre au collectif de perdre du temps, et c'est propre au collectif d'être en désaccord et de pouvoir l'exprimer. Et parfois, on a tendance à vouloir aller vite, et parfois, on a tendance à vouloir absolument trouver le consensus. Je pense qu'il y a des moments où ce n'est pas possible, et je pense qu'il y a des moments où c'est contre-productif. Voilà, c'est mon point de vue. Du coup, sur cette piste-là et sur ces questions-là, je ne sais pas s'il y a véritablement d'éléments de réponse, en tout cas immédiats, qui sont à construire ensemble. Où allons-nous? Il y a des grands enjeux qui se posent dans l'ECM et qui sont assez récurrents. Il y a notamment la question de l'évaluation de ce que l'on fait. Est-ce que nos initiatives d'éducation à la citoyenneté sont efficaces? Est-ce qu'elles modifient les représentations? Est-ce que les gens changent dans leur pratique, dans leur représentation du monde? C'est difficile à observer. On nous parle beaucoup, c'est vraiment très récurrent comme expression dans les échanges, de graines que l'on sème. Voilà. Quand on fait de l'éducation à la citoyenneté mondiale, on sème des graines. Et ces graines, c'est difficile de voir comment elles poussent, c'est difficile de voir comment elles se développent, et surtout, ça s'inscrit dans la durée. Donc, c'est compliqué. Et on n'est pas toujours outillé pour ça. Néanmoins, ce que j'observe dans les échanges, c'est qu'il n'y a pas du tout de refus. Hein. Ça intéresse les acteurs de se questionner sur ces impacts. Et donc, on fait un petit peu, chacun dans sa petite tambouille, essaie d'avoir ses propres outils de mesure d'impact, un peu ce que j'ai appelé l'évaluation au doigt mouillé, en fait. Hein. Certains, ils vont faire des petits questionnaires, des petits travails de réaction sur des photos pour voir avant, après, est-ce qu'on réagit de la même manière. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites tentatives. Puis, il y a des tentatives plus formelles. Il y a notamment ce qui se passe au sein de l'Observatoire Erasmus+, qui a véritablement mis en place une étude d'impact avec des chercheurs qui sont mobilisés et un vrai travail d'évaluation des politiques publiques. On peut trouver tout le travail en ligne sur le site d'Erasmus+. Dans l'étude, j'ai mis le lien, vous pourrez le trouver. Il y a ce que fait le F3E sur les approches orientées changement et les communautés de pratique. C'est pareil, on trouve beaucoup de ressources sur le site de F3E et ils accompagnent, y compris les collectivités locales, sur ces questions d'évaluation. Et puis, il y a le Festisol qui a mené une étude sur 1% des acteurs concernés, ce qui représente quand même, je n'ai pas la mémoire des chiffres, j'ai peur de dire une bêtise, mais plus de 100 000 acteurs, je crois, hein, sur ce travail d'évaluation. Sur ces questions évaluatives, il y a donc une vraie volonté d'avancer et une volonté qui s'inscrit sous forme de travail participatif. Le format participatif est celui qui a le plus de succès quand on demande comment vous aimeriez avancer sur ces questions d'évaluation. La participation à des ateliers d'échange est la méthode qui remporte le plus de succès. On a 76% des répondants qui cochent cette case-là.
hein, ça vient avant la collaboration avec les chercheurs. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour avancer sur ces questions-là? On pourrait organiser un atelier de travail au sein du groupe Éducation globale et citoyenneté. Ça pourrait être pertinent. Est-ce qu'on organise un premier temps dédié au partage d'expériences, puisqu'on voit qu'il y a des expériences qui existent, qui sont menées ici ou là? Est-ce qu'on ne passerait pas un petit moment à partager ces expériences? Et puis ensuite, on pourrait passer à un travail à plus long terme avec une production de critères et d'indicateurs qu'on pourrait utiliser dès la mise en œuvre d'un projet. Enfin, on l'a déjà dit, ça pourrait être tout à fait utile de mobiliser le monde de la recherche. Sur les enjeux dans les initiatives, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait de l'ECM? La première réponse, c'est favoriser l'engagement citoyen, proposer des solutions concrètes pour que les citoyens puissent s'engager. Ça vient juste avant, sensibiliser et mobiliser les publics et les territoires qui sont éloignés de ces démarches de CM. Alors, comment favoriser l'engagement? Comment atteindre les non-convaincus? Ça, c'est deux questions qui sont très récurrentes, hein. Ça ressort dans le questionnaire et ça ressortait aussi beaucoup dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Ça nécessite une réflexion vraiment transdisciplinaire et multi-acteurs, et pas multi, là j'ai fait un petit multi-acteurs, qui pourrait être menée au sein du groupe Éducation globale et citoyenneté. Est-ce qu'il faut mener une étude là-dessus, faire une expérimentation et prendre le temps d'observer les résultats? Voilà un peu des pistes qu'on peut proposer. Parmi les difficultés pour répondre à ces enjeux, la première, c'est le manque de moyens. On a 67% des personnes qui ont répondu au questionnaire qui ont un budget annuel à dédier à l'éducation à la citoyenneté inférieur à 5 000 €. C'est vraiment très peu. Et un manque de moyens humains extrêmement important, qui est la principale difficulté pour 62% des répondants. On a majoritairement des acteurs qui font de l'ECM grâce au bénévolat. Donc, très peu de moyens, c'est souvent pas une mission principale, mais c'est une mission parmi d'autres auxquelles on peut allouer quelques moyens financiers, très peu de ressources humaines, donc on est vite très limité. Par ailleurs, et ça rejoint le point que j'évoquais précédemment sur le fait qu'on a recours essentiellement au bénévolat, se pose la question des compétences, qui est vraiment un souci pour 49% des personnes qui ont répondu au questionnaire, qui est un souci aussi assez récurrent dans les entretiens que j'ai pu avoir. Le problème, c'est qu'il y a besoin de compétences. Et de plus en plus, on exige des acteurs d'avoir des compétences, de pouvoir justifier de leurs compétences. On leur demande d'avoir la bonne posture. Le cas d'école, c'est l'établissement scolaire qui se méfie du bénévole retraité militant dont la posture peut être gênante. Le problème, c'est que les moyens ne suivent pas. On ne va pas donner les moyens de faire appel aux bonnes compétences. Donc, on veut des bénévoles, mais on ne veut pas mettre les moyens de la formation, mais en même temps, on veut de la compétence. Les structures, par ailleurs, les structures qui bénéficient des initiatives de CM, je pense plus particulièrement au milieu scolaire, elles n'ont pas un référentiel qui leur permet de s'assurer de la qualité des intervenants. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, beaucoup d'acteurs qui démarchent, beaucoup de programmes qui sont proposés, qui existent, mais pour les bénéficiaires qui ne connaissent pas particulièrement cet univers-là, c'est difficile de faire le tri, de savoir. Et puis, il y a une autre petite difficulté qui est évoquée surtout en entretien, c'est que tous les acteurs n'ont pas conscience du besoin de renforcer leurs compétences. Il y a beaucoup d'intervenants qui le font avec leur cœur, qui le font avec générosité et qui ne mesurent pas le besoin qu'ils auraient d'améliorer leurs compétences, de renforcer leur savoir-faire, de questionner leur posture.
Alors, comment faire? Comment renforcer les compétences? Comment diffuser ces compétences? Comment les valoriser? C'est des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut une formation certifiante? Ça peut vite être critique, enfin, ça peut paraître séduisant comme approche, mais on en voit vite les limites. Et puis se pose la question des enseignants et de leur formation. Quand on intervient beaucoup en milieu scolaire, c'est vrai que l'enseignant, c'est un peu la principale personne qui pourrait être pertinent de former sur ces questions de CM. Alors, il y a la formation continue, notamment les plans individuels de formation, mais ça va toucher surtout des enseignants qui sont déjà un peu convaincus, qui sont déjà dans cette dynamique-là. Ce qui serait vraiment important, c'est de pouvoir agir au niveau de la formation initiale des enseignants. Mais voilà, ça devient très vite complexe et ça nous dépasse. Sur le milieu scolaire, hein, c'est vraiment un point important. On a 87% des répondants qui mènent des activités en milieu scolaire. Donc, les enseignants, les établissements scolaires, le monde de l'éducation nationale nous dit attention à la saturation. Il y a beaucoup de sollicitations. Alors, comment éviter l'embouteillage? Comment rendre cette offre plus lisible? Il y a des petites choses toutes simples qui pourraient être faites. Par exemple, on pourrait recenser les acteurs, leur expertise et les dispositifs qui existent pour les diffuser, pour les rendre lisibles. Est-ce qu'il ne faudrait pas mobiliser les acteurs académiques qui sont membres du groupe Éducation globale et citoyenneté et faire un peu ces deux choses-là de façon parallèle pour qu'il y ait véritablement pour que ce soit plus clair pour le monde enseignant de qui fait quoi, avec quelle méthode, sur quel sujet. Et au-delà du milieu scolaire, nous disent plusieurs acteurs, attention, le milieu scolaire, ce n'est pas la jeunesse. Le milieu scolaire, c'est une partie de la jeunesse. C'est une jeunesse dans une certaine situation. Il ne faut pas passer à côté de la jeunesse dans son ensemble. La jeunesse, c'est la deuxième catégorie la plus ciblée, nous disent les répondants au questionnaire. Ce qui nous amène à la piste de réflexion numéro 11, qui consiste à mener une réflexion stratégique pour savoir comment on peut travailler à destination de la jeunesse dans son ensemble. De la jeunesse, bon, j'ai mis un S à jeunesse, je m'aperçois de mes fautes, là, elles sont en gros, hein, mais peut-être des jeunesses dans leur ensemble alors. Se pose ensuite la question du cadre national. Parce que là, on raisonne au niveau régional, sur la Bourgogne-Franche-Comté, mais on le voit vite, on est limité sans directive nationale. Par exemple, nous disent plusieurs acteurs, vous ne pourrez jamais faire bouger l'éducation nationale si on n'a pas des directives nationales. Il faut que ça vienne d'en haut. Il y a des moments où il faut que ça vienne d'en haut. On ne peut pas compter tout le temps sur l'initiative personnelle, sur le dynamisme des établissements, des enseignants, il faut qu'il y ait des directives. Ensuite, la transdisciplinarité qui est fondamentale et qui est le cœur de l'éducation à la citoyenneté, elle s'accorde mal avec le fonctionnement en silo au niveau de l'État. Par exemple, quand on travaille sur les questions d'éducation à la citoyenneté mondiale, ça va concerner le ministère des Transitions, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Or, on a des domaines cloisonnés. Et ce cloisonnement porte préjudice à l'esprit, à la transdisciplinarité nécessaire à l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est la même chose pour les financements. On a des financements en silo. On peut avoir un financement pour les collectivités locales, puis un autre financement réservé aux acteurs de la solidarité, au monde associatif, à la société civile, alors que parfois, il faudrait qu'on puisse justement travailler ensemble. Et pour cela, on aurait besoin de budgets communs. C'est pareil avec le monde de la recherche.
D'où la nécessité d'une feuille de route interministérielle sur ces questions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'était dans les tuyaux, c'est aujourd'hui remplacé, semble-t-il, par la feuille de route sur le développement durable, les objectifs de développement durable, les ODD. À voir. La nécessaire concertation. Ça concerne les aspects de maillage territorial. Ce qui ressort de ce travail, c'est qu'il y a besoin d'espaces de rencontre et de concertation dans des logiques horizontales, hein, notamment entre régions, pour réfléchir ensemble et s'aimer des bonnes pratiques. Et puis pour coordonner les initiatives sur le niveau national. Ce que nous disent les acteurs nationaux dans les échanges, ça revient parfois, c'est que... ce que nous disent les acteurs au niveau des territoires, au niveau des régions, c'est que le niveau national ne tient pas assez compte des stratégies régionales. Donc, on peut dessiner d'une ligne de financement au niveau national qui va avoir un impact sur un territoire sans avoir au préalable sollicité les acteurs du territoire pour savoir s'ils avaient des stratégies régionales. Ce que nous disent les acteurs nationaux, c'est que les acteurs régionaux communiquent mal, pas assez, sur leur dynamique partenariale transrégionale et leur dynamique partenariale avec la sphère nationale. Donc, il y aurait un peu un manque de communication entre le niveau national et le niveau régional. Donc, on peut plaider pour une meilleure communication, une plus grande transparence sur les stratégies nationales et les stratégies régionales, pour éviter les chevauchements, éviter les répétitions. C'est la dernière piste de réflexion sur le maillage territorial qui est complexe. On peut prendre l'exemple des campagnes citoyennes. Il y a des acteurs qui sont inscrits dans les campagnes citoyennes, qui sont dans leur réseau. Or, ces campagnes citoyennes, elles se déclinent, et c'est extrêmement important, dans différents niveaux de territoire. Donc, vous allez avoir des acteurs qui sont membres d'un réseau national, mais inscrits sur un territoire particulier, mobilisés dans le cadre d'une campagne nationale. Enfin, vous voyez, il y a comme ça des niveaux de territoire qui peuvent se croiser, se chevaucher, et qui, pour certains acteurs, vont être extrêmement complexes. Donc, il pourrait être pertinent, je pense, d'essayer de faire une sorte de cartographie des logiques territoriales pour bien voir, un peu dessiner cette toile de l'éducation à la citoyenneté mondiale et identifier les points d'enchevêtrement relationnel entre ces différents niveaux. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, c'était assez dense, donc difficile parfois de synthétiser. Je vous remercie pour votre attention, j'espère avoir été claire, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Merci Virginie. Cet exercice, il n'est pas facile parce que les résultats collectés et la participation a été très dense aussi. Vous dire que, évidemment, là, c'est une synthèse en 30 minutes. L'ensemble de toute la matière collectée est évidemment formalisé dans un rapport qui pourra vous être envoyé très, très prochainement et dans une synthèse également. Je voulais aussi profiter de la fin de cette présentation pour remercier l'ensemble des membres du comité de pilotage qui se sont mobilisés tout au long de l'année pour guider un petit peu ce travail d'étude sur ce sujet. Donc, on en a parmi nous, mais je voulais quand même les citer. Donc, la région Bourgogne-Franche-Comté, la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, le CLEMI de l'Académie de Besançon, l'Union régionale des maisons familiales et rurales, l'ADREAL, le collectif associatif Récidev, l'association Euphor Bornée-Labacanne, l'association AFDI Bourgogne-Franche-Comté également, et le laboratoire Siméos de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, merci à eux pour leur implication. Et puis, merci Virginie pour ce travail de synthèse et de partage des résultats.
On peut